Bon, les gars, aujourd'hui j'ai envie de vous raconter une histoire personnelle. Cette histoire c'est celle d'un jeune garçon, moi, qui au début de la vingtaine se promet de devenir écrivain. Alors oui je sais c'est ultra commun comme histoire, mais un peu de patience, j'en ai une bonne à vous raconter. Pour devenir écrivain, faut écrire. Beaucoup. Et des romans de préférence. Alors tout de suite, la grande idée qui me traverse les méninges, c'est de gratter un récit d'anticipation épique qui deviendra, bien des années plus tard, pays réel. Mais la grande difficulté, vous vous en doutez, c'est de se mettre à l'écriture, de s'y jeter corps et âme sans savoir où l'on va, comment faire, quel regard porter sur notre travail et, surtout, comment ne pas perdre notre précieuse motivation en cours de route. Et face à toutes ces difficultés, comme tant d'autres avant moi, j'étais en train de perdre pied. Je stagnais, je régressais même, il me fallait un guide pour sortir indemne de ce labyrinthe obscur. Et il faut croire qu'il existe une providence littéraire, parce que c'est à ce moment-là, quand j'étais assailli de questions et embourbé dans mes doutes au sujet de ce grand projet qui me consumait lentement, que j'ai croisé la route d'un texte légendaire. Ce livre, c'était le récit d'un jeune homme, à la fin des années 50, Jean-René Huguenin, qui, comme moi, voulait devenir écrivain et qui a réussi, avec les honneurs, à publier un sacré bon roman, salué par la critique à seulement 25 ans, avant de mourir prématurément 1 an et demi plus tard dans un accident de voiture. Et le récit de cette quête littéraire fulgurante, il l'avait consigné presque par hasard, jour après jour, en parallèle à l'écriture de son roman, dans un guide, une sorte de boussole à l'usage des apprentis écrivains qui viendraient après lui, son journal. Après la mort de son auteur, ce texte, il est devenu, malgré lui, un véritable manuel pour écrivains en herbe, et c'est lui, par ses précieux exemples et conseils, qui allait me sauver de tous les doutes que je traversais. Crise de l'inspiration, fébrilité maladive, difficulté à se concentrer, exaltation, doute, rapport entre la création et la vie personnelle, le journal de Huguenin contient une mine de renseignements et d'informations absolument indispensables sur les dangers qui guettent toute personne qui prétendrait, avec audace, créer. Alors, si vous aussi, comme moi et 20% des Français, vous écrivez sur votre temps libre, mais que vous n'arrivez pas à achever les projets que vous entamez, cette vidéo est faite pour vous. Aujourd'hui, votre hussard favori vous emmène à la rencontre d'un auteur trop peu connu, dont l'aide sera précieuse à tous les créateurs et l'écriture plaisante à tous les amateurs de beau style. Et si vous voulez juger de la pertinence de son propos, en plus de vous mettre le lien en description pour vous procurer ce banger, je vous invite aussi à passer sur le site de Lagiberne, ma propre maison d'édition, pour vous procurer Pays réel, qui n'aurait peut-être jamais vu le jour sans son aide. Alors abonnez-vous, activez la cloche et ouvrez grande vos mirettes, on embarque pour un voyage vertigineux dans les coulisses de la littérature, à la rencontre d'un texte légendaire et d'un destin fulgurant, générique. Bon alors avant toute chose, un peu de contexte. Si vous tombez sur cette vidéo au hasard de vos pérégrinations youtubiennes, il est peu probable que vous ayez déjà entendu parler de Jean-René Huguenin. Né en 1936 à Paris, fils d'un professeur de médecine, il a grandi dans un cadre bourgeois et feutré avant d'entrer à Sciences Po en 54 où il multiplia les excellents résultats, ce qui le poussera, un temps, à envisager l'ENA et une carrière dans la haute fonction publique. Mais finalement, comme chez beaucoup de jeunes gens de son temps, l'appel des lettres sera le plus fort. À 20 ans, Jean-Jean prend un carnet et entame un journal intime. Sa décision est prise, il sera écrivain et il va rédiger le plus brillant de tous les romans dès à présent, là, tout de suite, tout en tenant un compte-rendu quotidien de sa progression. Alors oui, il y a vraiment un petit côté « je serai Chateaubriand ou rien » à la Victor Hugo dans cette démarche soudaine et juvénile, mais justement, faut voir Huguenin comme un jeune idéaliste pétri de littérature, conscient de sa valeur et décidé à se mesurer au colosse obscur et insaisissable de la création littéraire pour y dénicher enfin un adversaire à la mesure de son intellect. Le gars, c'est pas un teuteux, hein. Il a l'eau courante à tous les étages et son ambition c'est le prix Goncourt au KLMZ. Et c'est ça, exactement ça, le journal de Jean-Jean. Entre 1955 et 1962, on suit un jeune homme qui a décidé d'écrire et qui traverse sur son chemin toutes les difficultés causées par sa vocation. Alors pour vous résumer cela de la façon la plus ludique possible, je vous propose à partir d'ici un petit top 5 des enseignements du journal. Le 5e point va vous étonner. Allez, c'est parti. Le découragement. Voici peut-être le plus grand danger qui pèse sur tout apprenti écrivain. Une bonne idée, finalement, ce n'est pas grand-chose. Tout le monde peut s'en dégoter une. Mais donner corps à l'idée, l'incarner dans le verbe, la figer dans le vocabulaire et pouvoir dire, en tendant un tas de feuillets, « Tenez, voici mon idée aboutie ». Ça, c'est une toute autre affaire. Et cette première difficulté, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle manque plusieurs fois de terrasser Jean-Jean. Faut le comprendre aussi. Quelle idée, quelle pensée, quelle cause peut être assez forte et impérieuse pour que l'on y consacre religieusement entre 4 et 6 heures par jour. Parce que c'est cela qu'il raconte dans son journal. Des heures et des heures d'écriture, parfois fructueuses, souvent laborieuses, pour accoucher, dans le meilleur des cas, d'une poignée de phrases présentables. Oui, c'est décourageant, et oui, c'est un travail de fourmi, absolument éreintant d'un point de vue moral. Parce qu'après tout, rien n'oblige Jean-Jean à s'infliger cela. Le type, sans
sans être multimillionnaire, il n'a pas besoin de noircir toutes ses pages pour vivre. S'il le fait, c'est uniquement parce qu'il est poussé par son ego et par son besoin de s'inscrire dans un héritage littéraire transcendant. Et ça, c'est un point commun que l'on retrouve chez tous les écrivains, peu importe leur valeur ou la taille de leur œuvre. Pour achever un livre, il y a forcément un moment où vous plongerez totalement, sans retenue, sans tricher, dans un flot de travail démentiel et qui vous paraîtrait totalement absurde si vous preniez 2 minutes pour y réfléchir. Parce que finalement, ce contre quoi Jean-René lutte, c'est cette petite voix, celle du démon juché sur son oreille qui lui murmure inlassablement « À quoi bon ?» Et justement, le petit démon n'est pas le seul à murmurer à Jean-Jean qu'il ferait mieux d'arrêter de scribouiller comme un autiste pour se concentrer un peu plus sur les affaires du siècle. Le journal, c'est aussi l'histoire d'un jeune garçon qui fait ses premiers pas dans le monde des adultes et qui découvre, ce faisant, toutes les implications sociales de cette vie nouvelle. Par exemple, on le voit passer d'une petite amie à l'autre et repenser, gentiment ou méchamment, à ses anciennes conquêtes. D'ailleurs, j'en profite pour vous le dire, mais le journal c'est un texte vraiment drôle, où l'auteur promène un regard moqueur sur tout le monde et raille volontiers, dans le secret de son carnet privé, tous les idiots et les demi-habiles qui l'entourent. Il y en a, hein, il y en a. C'est éminemment grinçant et je vous garantis qu'en lisant ce bouquin, vous allez rigoler de bon cœur à plusieurs reprises. Bon, et puis à côté des filles, vous avez les copains. Huguenin, il commence tranquillement à faire son chemin dans le petit monde littéraire parisien et en conséquence, il croise sur sa route un certain nombre de personnages dont vous avez peut-être, et même probablement, déjà entendu parler. Par exemple, il va se promener avec Mauriac, qui à cette époque est considéré comme l'un des plus grands auteurs français et qui livre d'ailleurs une remarquable postface au journal. Mais c'est pas tout. Rob Grillet, Philippe Solers, Jean Edernalier, Julien Gracq, Louis Aragon, etc. Le journal, c'est aussi l'évocation de tout un univers de lettreux où se croisent vieille gloire d'avant-guerre et futur maboule spé déconstruction des années 70. Et là, ce qui est incroyable, c'est que Huguenin, c'est un type qui côtoie tout ce que le petit Paris compte d'aptères répugnants. Solers, par exemple, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais c'est quand même un type avec un CV littéraire peu recommandable. Et Jean-Jean, il se contente pas de le fréquenter, hein. Il a même fondé une revue avec lui qui s'appelle Tel Quel. Alors, certes, il va rapidement s'en distancer, mais ce qui est intéressant là, c'est que s'il avait vécu et vieilli, peut-être qu'il serait devenu un exécrable boomer littéraire. Mais ça, on ne le saura jamais parce que son histoire a brusquement pris fin le 22 septembre 1962 dans la carrosserie d'une autre voiture. Et du même coup, en mourant jeune, Huguenin a donné à son œuvre, forcément brève, une valeur absolue, frappante, juvénile. Son texte, c'est à jamais celui d'un jeune idéaliste, brûlant d'ambition et d'amour pour les belles lettres, et ça claque. En revanche, ce qui claque moins, c'est le temps que ça lui prend ces mondanités. Huguenin, il est tout le temps en train de gratter des articles, de répondre à des lettres, de rencontrer des gens, d'écrire des devoirs pour Sciences Po. Finalement, on sent bien que ses obligations sociales, pour constitutives de sa vie d'écrivain qu'elles soient, elles ne feront jamais que l'éloigner du sacro-saint moment où, seul face à son pupitre, il pourra vraiment travailler à sa légende. Et comme si ça ne suffisait pas, notre gonze est archi perfectionniste. Je crois même que vous pouvez difficilement dénicher un gars plus perfectionniste. Non mais sans rire, à part Flaubert, c'est difficile de se représenter un cas de folie littéraire plus avéré. T'es un malade, Bernard, un malade. Huguenin, c'est le type qui passe sa vie à alterner les passages exaltés du genre trop bien, j'ai écrit 40 pages aujourd'hui, et les phases de redescente du type j'ai repris mon texte, rien ne va, je suis un gros nul, j'ai tout déchiré et brûlé. Vous voyez bien la vidéo, vous voyez pas un peu la vidéo, le cyclotimique que c'est? Donc oui, le mec est un colossal cyclotimique, mais c'est également, et ça devrait vous intéresser, un écrivain qui travaille sans plan détaillé, avec seulement un canevas général en tête et en cherchant à uniformiser ses idées et ses trouvailles au fur et à mesure, sans avoir tout balisé au préalable. Et quand vous voyez à quel point il galère avec sa méthode, ça vous donne une bonne leçon. Un roman, c'est comme une randonnée, ça se prépare, sinon vous risquez de vous perdre ou de tomber dans une grotte à chaque fichu pas. Et puis c'est pas tout, Jean-Jean, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un sacré catholique, avec en prime une vibe de dandy. Et ça entretient chez lui une personnalité assez complexe, faite d'un attachement à la figure du martyr qui se dévoue tout entier à l'effort suprême que sa cause exige, et d'un mépris assez crâne de la mort et du danger. D'ailleurs, selon toute vraisemblance, si le mec a calanché à seulement 26 berges d'un accident de la route, c'est pas parce qu'il conduisait prudemment comme un bon père de famille. Donc chez lui, vous trouverez cette aspiration profonde à la démesure qui va typiquement le pousser à entreprendre des défis de fou furieux comme la rédaction d'un grand roman alors qu'il n'a que 20 ans, et une forme d'humilité extrême tirée de son éducation religieuse. Mais là où c'est génial, c'est que l'hubris de Jean-Jean se trouve en permanence à l'étroit dans sa carapace de modestie. Et ça fait de lui une espèce de cocotte minute. Ça bouillonne et ça ne demande qu'à exploser. Donc parfois la cocotte déborde et Jean-Jean étale son talent littéraire sur 23 pages, et juste après, le pélo baisse le feu et il retombe dans une forme d'abattement et de repentance face à ses récents hauts faits. Elle m'a quitté, je lui ai tout donné. Vous dites que le type est fou ? Je vous réponds volontiers que oui, mais que c'est précisément cette forme de folie, plutôt bénigne et féconde, qui est une condition sine qua non à la création littéraire. Si vous êtes un type trop normal et équilibré, vous n'aurez pas en vous ce sursaut d'orgueil qui vous fera écrire. Et dans le même temps, si vous n'avez pas un surmoi beaucoup plus humble, vous ne serez pas capable de vous remettre en question, de douter de votre travail et de le reformuler en peaufinant une partie de ce que vous croyez déjà, pour de bon, avoir achevé. Alors, si c'est pas une leçon d'écriture, ça, je sais pas ce qu'il vous faut.
Évidemment, ce rythme de vie n'est pas sans conséquence sur notre Jean-Jean national. Grippe, rhume, élan de tristesse, période d'abattement. En 7 ans, son journal se fait l'écho d'un nombre proprement hallucinant de bobos qui, tous, ont un lien avec son processus créatif. Qu'il soit une entrave à ses séances d'écriture ou une conséquence de celle-ci, Huguenin doit compter avec eux, et vous aussi, si vous écrivez, vous devrez compter avec. C'est un véritable angle mort de l'analyse littéraire, mais je pense qu'on pourrait éclairer de façon très intéressante certains passages des grandes œuvres romanesques si l'on parvenait à déterminer dans quel état se trouvait l'auteur au moment de leur rédaction. Était-il grippé, fatigué, affamé? Je ne parle pas là d'un état propre à toute la rédaction d'un roman, mais bien, de façon plus précise, de l'humeur dans laquelle tel ou tel paragraphe, de façon isolée, a vu le jour. Et bah avec Huguenin, vous pouvez presque effectuer ce travail grâce à son journal. Et d'ailleurs, je me rends compte à ce stade de la vidéo que je vous l'ai toujours pas dit. Son roman, celui qu'il s'est mis en tête d'écrire et qu'il enfante peu à peu dans l'effort et la douleur, il s'appelle La Côte Sauvage. Et ce bouquin, il a ceci de vraiment exceptionnel que s'il existe pour lui-même, vous pouvez toujours l'acheter et le lire aujourd'hui, il existe aussi en tant qu'appendice au journal. Parce que la grande force de cet involontaire manuel d'écriture, c'est que vous pouvez en admirer les conséquences directes en lisant La Côte Sauvage. Et ça, c'est une véritable opportunité pour tout écrivain en herbe, alors foncez! À force d'efforts et de sacrifices, Huguenin gagne son pari. La Côte Sauvage paraît finalement en 1960. Et en définitive, ce roman, que vaut-il? D'un point de vue stylistique, c'est carton plein. Beau, envoûtant, maîtrisé, c'est un premier texte qui pourrait donner des leçons à bien des auteurs actuels. Nous nous donnons des nouvelles du réel. Mais c'est de la merde. Sur le fond, par contre, je vais nuancer un poil. C'est pas mauvais, très loin de là, mais c'est un roman de meurtre typique des années 60 qui met en scène la relation d'un frère et d'une sœur, fusionnels dans leur enfance, mais que leur vie adulte menace d'éloigner. Clairement, je suis pas le public cible pour ce genre de récit et ça me donne facilement envie de zapper. Pourtant, malgré ça, j'ai lu ce roman avec plaisir et s'il ne m'a pas fichu une claque level Victor Hugo, il m'a tout de même bien régalé, alors je vous le recommande, il sera aussi en description. Et puis, après tous ces efforts, toutes ces sueurs, toutes ces larmes et tous ces doutes, on pourrait se dire que Jean-Jean a enfin triomphé de sa part d'ombre et que son roman lui aura apporté la reconnaissance tant attendue. Et bah, pas du tout. Mais alors pas du tout. Certes, La Côte Sauvage rencontre un beau succès critique et finit même au dernier tour du Goncourt, évincé de peu par La Pitié de Dieu de Jean Cau, ça ne s'invente pas. Certes aussi, Mauriac, Aragon ou Gracq saluent le travail du jeune auteur, mais alors en interne, c'est le naufrage. Tenez, vous voyez Solaire, c'est la revue telle quelle qu'il avait fondée avec Huguenin? Et bah en 1960, Jean-Jean est congédié sans ménagement par le comité de rédaction parce que tout le monde trouve son roman pourri et ne veut plus de lui à bord. Je sais pas, je suis choqué. Là Et même Mauriac, s'il salue le travail fourni, il trouve aussi trop de complaisance et de légèreté, un comble quand on sait les conditions d'écriture, dans ce premier texte. Bref, même les têtes d'affiche agissent ou réagissent comme des aptères, et c'est là la dernière grande leçon que nous donne le journal de Jean-Jean. Une fois le livre achevé, il n'est pas dit qu'il se frayera un chemin jusqu'à un lectorat digne de ce nom, capable de le comprendre. Triste, mais vrai. Alors autant que vous soyez prévenus. Bref, vous l'avez compris, je ne saurais que trop vous recommander la lecture de ce banger. Le journal de Huguenin est une merveille et un manuel secret de littérature. C'est un livre de légende qui ne se lit pas forcément d'une traite, mais s'ouvre, se feuillette, se picore, se médite, se digère lentement et qui, peut-être, fera un jour de vous de vrais auteurs. Alors, si c'est le cas, et ce sera mon dernier conseil du jour, je vous invite à reluquer le catalogue de La Giberne, à mesurer ce que les meilleurs auteurs contemporains sont capables de produire, à vous procurer l'un ou l'autre de ces glorieux ouvrages qui montrent tout ce que peut la littérature contemporaine, et ceci fait, si vous l'osez, à venir proposer votre propre manuscrit à l'adresse mail qui s'affiche à l'écran. On vous lira, on vous jugera, et si c'est sérieux, on vous publiera. La Giberne X Jean-Redé Huguenin, le feat improbable aux allures d'école littéraire 2.0, passez faire un tour, ça pourrait bien changer votre vie. Conclusion. Jusqu'à sa disparition, Jean René n'était pas satisfait de son roman et des objections, parfois ineptes, qu'il avait reçues. Pour désaptériser le game, il prévoyait un second roman, vague ébauche resté à l'état de projet par la force des choses. Alors oui, c'est tragique, mais en sortant du petit jeu littéraire malsain des années 60, notre homme est entré dans la légende. Il est devenu le professeur particulier de tous ceux qui, après lui, viendront, en secret, lui demander comment relever le flambeau des belles lettres. Si vous voulez me remercier pour cette belle découverte, je vous invite à vous abonner, à rejoindre les réseaux sociaux qui s'affichent à l'écran, et pourquoi pas, à faire un petit don sur le Tipeee. Si chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo donnait ne serait-ce qu'1 euro par an, le Hussard serait à l'abri du besoin, ce serait épique. Merci à tous pour votre générosité, et moi je vous dis à la prochaine, et d'ici là portez-vous bien. Allez, rompez les gars!